Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie à nouveau la filière FAI2R de me donner la possibilité de vous parler des actualités thérapeutiques au cours du PTI, en sachant que je centrerai mon propos sur la prise en charge du PTI chez l'adulte. Mes liens d'intérêt. Alors au cours de cette présentation, on va parler brièvement des immunoglobulines intraveineuses. On parlera de la dexaméthasone, qui est une vraie avancée dans la prise en charge du PTI. Je parlerai bien sûr des anti-CD20 et des agonistes du récepteur de la TPO, qui sont quand même les deux avancées thérapeutiques majeures au cours de cette maladie, au cours de ces 15 dernières années, et avec encore des progrès faits dans la compréhension du mécanisme d'action de ces médicaments. On verra si la splénectomie en 2022 a encore une place dans la prise en charge du PTI. On parlera des immunosuppresseurs qui jusqu'ici, en tout cas dans les recommandations françaises et les recommandations internationales, étaient vraiment réservés aux PTI chroniques réfractaires, mais nous verrons que, en particulier sous l'impulsion des Anglais, les choses pourraient changer. Et puis je terminerai surtout en parlant des thérapeutiques émergentes, car nous sommes peut-être à l'aube d'une révolution thérapeutique. Alors sur les immunoglobulines, je serai très rapide pour vous rappeler que vous êtes tous au courant qu'il existe une tension d'approvisionnement des immunoglobulines, dont je n'expliquerai pas les causes, mais pour rappeler qu'au cours du PTI, les immunoglobulines doivent être vraiment impérativement réservées aux malades qui en ont besoin. En France, nous avons le score dit de Kelaf qui est disponible, que vous pouvez retrouver si vous n'êtes pas familier de ce score dans le PNDS. Et je vous rappelle que nous réservons les immunoglobulines aux patients qui ont un score de Kelaf supérieur à 8. Et je pense que le respect de cette recommandation peut permettre de diminuer de manière substantielle les consommations d'immunoglobulines au cours du PTI, qui représentent encore en France près de 10% de la consommation d'immunoglobulines, alors que je vous rappelle qu'il existe des maladies au cours desquelles il n'y a pas d'alternative aux immunoglobulines, ce qui n'est pas le cas du PTI. La dexaméthasone. Alors la dexaméthasone a été rapportée comme efficace au cours du PTI dans plusieurs études prospectives contrôlées. Et quand on compare la prednisone ou la prénisolone à la dexaméthasone, eh bien on voit que la dexaméthasone n'a pas une meilleure efficacité que la prednisone sur le long terme, ce qui nous confirme une fois de plus que les corticoïdes ne modifient pas l'histoire naturelle du PTI, mais que par contre la dexaméthasone agit un petit peu plus souvent et surtout plus rapidement que la prednisone. Donc je pense que ces données qui sont maintenant solides, confirmées par plusieurs études prospectives contrôlées, font qu'aujourd'hui, lorsqu'un patient est hospitalisé pour un PTI, il est raisonnable d'utiliser la dexaméthasone plutôt que la prednisone, puisque vous allez gagner quelques jours, donc raccourcir la durée d'hospitalisation. Ces résultats ont été suffisamment convaincants pour que nous obtenions le support d'un PHRC national qui est maintenant commencé depuis un mois et dans lequel nous comparons la dexaméthasone aux immunoglobulines chez les patients ayant moins de 20 000 plaquettes et justement avec l'espoir d'une non-infériorité de la dexaméthasone par rapport aux IgIV et qui permettrait de diminuer encore la consommation d'immunoglobulines en France pour le PTI qui, dans un certain nombre de cas, peut peut-être être remplacé par la dexaméthasone. Qu'en est-il du rituximab? Donc on utilise le rituximab au cours du PTI depuis maintenant plus de 20 ans. En France, nous avons eu un registre prospectif dans lequel il y a eu presque 250 patients inclus, qui est le plus gros registre prospectif dans le monde. Et ce registre nous a montré qu'après 5 ans après la perfusion de rituximab, il y a 30% des patients qui sont en rémission, dont on peut espérer qu'ils sont guéris. Alors 30% c'est pas mal, mais ce n'est pas non plus 80%. Ce qui veut dire qu'une des questions avec le rituximab, c'est comment améliorer les réponses à long terme. Comment faire pour obtenir un pourcentage de patients plus important? Alors la première option, c'est éventuellement de refaire des perfusions de rituximab, ce que font par exemple les rhumatologues au cours de la polyarthrite rhumatoïde ou ce que nous faisons couramment lorsque nous traitons une vascularité en cas. Alors on a peu de données sur le PTI. Le registre français a montré que lorsque l'on refait du rituximab à un patient qui a répondu à une première injection de rituximab mais qui a rechuté, dans plus de 90% des cas, vous allez obtenir une nouvelle réponse. Et ce qui est intéressant, c'est la première fois que nous avons mis en évidence cet élément, c'est que lorsque vous refaites du rituximab, dans plus de la moitié des cas, vous allez avoir une durée de réponse qui sera statistiquement plus longue que la précédente. Mais de là à conseiller des injections de rituximab de manière répétée au cours du PTI, nous n'avons pas assez de données
pour assurer que cette démarche thérapeutique est parfaitement sûre. Donc c'est une démarche qui doit rester une démarche d'exception. Un autre moyen d'augmenter la réponse à long terme, c'est d'associer le rituximab à autre chose. Alors la première option, c'est d'associer avec la dexaméthasone. Il y a une étude multicentrique européenne à laquelle la France participe et pour laquelle je pense que nous aurons des résultats d'ici 12 à 24 mois. L'autre option, qui est celle qui a été développée par les travaux de Mathieu Maevas, qui a démontré que lorsqu'on est en échec de rituximab, on a une hyperexpression d'une molécule qui s'appelle BAF, que en tant qu'interniste ou rhumatologue, vous connaissez parfaitement bien, donc un anti-BAF. Et donc les travaux de Mathieu Maevas qui ont démontré d'abord in vitro cette hyperexpression de BAF et ensuite sur un modèle animal que l'association d'un anti-BAF avec un rituximab pouvait être efficace. Et donc dans une étude de phase 2B portant sur 15 patients ayant un PTI n'ayant jamais été traités par le rituximab, l'association de deux perfusions de rituximab avec 4 injections de belimumab, et après un an d'évolution, 80% de ces 15 malades étaient en rémission, ce qui est nettement supérieur à ce que l'on peut obtenir avec le rituximab en se comparant avec des données historiques. Donc ces résultats valident les travaux de recherche translationnelle effectués par Mathieu Maevas et ont été jugés suffisamment convaincants pour que nous ayons un support de l'industrie pour développer un registre prospectif, pas un registre, une étude prospective contrôlée européenne dans lequel nous allons comparer rituximab seul versus rituximab belimumab avec l'espoir d'obtenir un plus grand nombre de rémissions du PTI à 12 et 24 mois. Qu'en est-il des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine? Vous savez que nous avons deux agonistes du récepteur de la TPO disponibles en France actuellement. Le premier qui est le romiplostim, qui est un peptidobody qui se fait par voie à l'injection sous-cutanée une fois par semaine, ou l'eltrombopag, qui est une petite molécule qui se donne par voie orale une fois par jour. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de l'utilisation des agonistes alors qu'on les utilise depuis 10 ans? La première chose qu'on a appris, c'est qu'on peut les switcher. C'est-à-dire que quand un des deux agonistes ne marche pas, il est vraiment souhaitable d'essayer l'autre, puisque nous avons démontré, et nous ne sommes pas les seuls, que dans plus de 50% des cas, on obtient une réponse en switchant. La deuxième chose qui a été démontrée et qui est assez surprenante, c'est que contrairement à ce que l'on pouvait croire initialement quand on a utilisé ces médicaments où finalement on ne fait que stimuler la production de mégacaryocytes et de plaquettes par la moelle et qu'a priori on n'a pas d'effet immunomodulateur, on a eu la surprise de voir que lorsqu'on arrête les agonistes du récepteur de la TPO chez un malade qui est en rémission complète, eh bien nous observons dans un pourcentage de cas non négligeable des réponses soutenues. Il y a un PHRC national qui est maintenant fini et qui est actuellement qui va être en cours de soumission et dont je ne vous donnerai pas de résultats, mais confirme complètement ces données. Donc, il est clairement possible d'obtenir des rémissions, voire des guérisons, après avoir obtenu une rémission complète sous agoniste et alors que le traitement par agoniste est interrompu de manière progressive. La troisième chose, c'est actuellement, il y a pas mal de travaux sur la place des agonistes, non pas au cours du PTI persistant ou au cours du PTI chronique, mais plutôt donnés d'emblée au diagnostic et en association avec d'autres traitements dans l'espoir d'avoir un effet immunomodulateur qui agit sur plusieurs cibles et sur plusieurs cibles physiopathologiques du PTI et dans l'espoir d'avoir de meilleures réponses à long terme. Pour l'instant, tout cela est en cours d'étude et nous n'avons pas de données suffisamment convaincantes pour proposer d'emblée au diagnostic l'utilisation des agonistes en association avec d'autres traitements. Mais je vous cite cette étude dans laquelle les collègues avaient associé de l'eltrombopag avec de la dexaméthasone et entre 6 mois et 1 an après cette cure transitoire d'eltrombopag pendant une période de 3 mois et ensuite on arrête, on s'aperçoit qu'à 6 et 12 mois, on a jusqu'à 50% de réponse soutenue. Le problème, c'est qu'en l'absence de groupe contrôle, il est impossible d'affirmer que cette réponse soutenue est réellement liée à l'association de l'eltrombopag et à la dexaméthasone au diagnostic. Enfin, un des éléments qu'on a appris avec l'utilisation des agonistes du récepteur de la TPO, c'est qu'en est-il chez les sujets âgés, voire très âgés. Je vous cite cette étude italienne qui a porté sur presque 400 malades et qui est donc une étude observationnelle rétrospective. Mais cette étude montre que chez les sujets âgés traités par agonistes,
Dans 66% des cas, il y a une réponse soutenue. Donc globalement, ça marche aussi bien chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes. Que deuxièmement, lorsque il y a un échec d'un des agonistes et que l'on switch, vous voyez qu'il y a 83% de réponses. Donc ça vaut vraiment le cas de le coup de switcher en cas d'absence de réponse à un des deux agonistes. Que troisièmement, lorsque l'on arrête le traitement chez des patients qui étaient en réponse complète, dans presque 15% des cas, on va obtenir une réponse soutenue. Et, ça c'est important, il y a un vrai signal sur la thrombose, puisque presque 10% des patients ont développé un accident thrombotique. Donc je vous invite à la prudence dans l'utilisation des agonistes du récepteur de la TPO chez un sujet âgé, si à l'interrogatoire vous retrouvez une histoire, un antécédent de thrombose, en particulier de thrombose veineuse, dans les antécédents de ce patient. Dernière chose sur les agonistes, l'étude que j'ai sélectionnée est une étude italienne dans laquelle nos collègues italiens ont proposé les agonistes en préparation à la splénectomie. Et donc, c'est des patients qui étaient en échec des corticoïdes ou qui étaient résistants aux corticoïdes, aux immunoglobulines. Et vous voyez que sur ces 31 adultes splénectomisés, il y en a 24 qui étaient réfractaires aux corticoïdes et aux immunoglobulines. Les autres, nos collègues italiens, ont choisi de les traiter par agonistes plutôt qu'avec corticoïdes et immunoglobulines, ce qui peut éventuellement être contestable. Mais le message, c'est que finalement, chez la majorité des patients, ils ont obtenu une réponse avec les agonistes et qu'ils n'ont observé que 2 accidents thrombotiques, dont une thrombose porte asymptomatique. Et je vous rappelle que l'expérience française montre que les thromboses portes asymptomatiques sont très fréquentes après splénectomie et sans réelles conséquences cliniques, indépendamment d'un traitement par agoniste. Donc le message qu'on peut tirer de cette étude, c'est que les agonistes sont une option thérapeutique possible en préparation à la chirurgie chez un patient qui est réfractaire aux corticoïdes et ou aux immunoglobulines. On ferme le paragraphe des agonistes pour attaquer les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, si on regarde les recommandations internationales ou le PNDS, sont en théorie réservés aux patients en échec de tout, et en particulier en échec de splénectomie. Les Anglais, eux, utilisent les immunosuppresseurs, et en particulier le mycophénolate, beaucoup plus tôt dans la stratégie thérapeutique, et en particulier dans les recommandations anglo-saxonnes, le mycophénolate, par certains experts, est proposé en 2e ligne. Et ils sont allés plus loin puisqu'ils ont fait une étude où ils ont comparé en première ligne, chez des patients ayant un PTI nouvellement diagnostiqué, mycophénolate plus corticoïde versus corticoïde selon le standard of care. Et qu'est-ce que nous montre cette étude? Elle nous montre qu'après 12 et 24 mois, les patients qui ont été traités par mycophénolate et corticoïde ont significativement un taux de réponse, c'est-à-dire un chiffre de plaquettes soutenu, supérieur, statistiquement supérieur à ceux qui ont été traités par corticoïdes seuls. Donc c'est très intéressant et c'est publié dans le New England Journal of Medicine cette année. Le problème, c'est que malheureusement, nous ne savons pas dans cette étude le nombre de patients qui ont pu arrêter le mycophénolate et d'autre part, nous n'avons pas la dose exacte de la dose de corticoïdes, la quantité de corticoïdes reçus. Donc cette étude, malheureusement, même si son design était vraiment passionnant, ne nous permet pas aujourd'hui d'affirmer qu'il faut traiter en première ligne un patient avec du mycophénolate mofétide. Mais par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, la majorité des équipes qui prennent en charge des PTI vont proposer un traitement par immunosuppresseur avant de proposer une splénectomie. Alors est-ce que cet immunosuppresseur doit être le mycophénolate ou l'azatioprine, voire la cyclosporine? Le débat reste ouvert. Est-ce que la splénectomie a encore une place dans la prise en charge du PTI? C'est clair qu'aujourd'hui, comme je viens de vous l'expliquer, la plupart des cliniciens vont retarder au maximum la splénectomie. Ils vont retarder parce que la splénectomie n'est pas un traitement anodin et cette étude que nous avons publiée il y a maintenant 3 ans s'est intéressée aux complications à long terme de la splénectomie. Donc le mode d'entrée dans l'étude, c'est d'avoir été splénectomisé pour un PTI depuis plus de 10 ans. Et nous avons comparé ces malades splénectomisés depuis plus de 10 ans avec des patients PTI non splénectomisés. Et nous avons démontré qu'il existe un risque de thrombose qui est quasiment linéaire avec le temps. Donc la splénectomie est un facteur de risque de thrombose veineuse, et non pas seulement dans les semaines qui suivent la splénectomie comme après tout acte chirurgical, mais vous voyez qu'avec le temps, et indépendamment de la réponse ou non à la splénectomie, c'est un facteur de risque qui peut atteindre jusqu'à 10% de thrombose après 10 ans de suivi. Donc ça n'est pas énorme, mais ça veut dire que quand vous splénectomisez un malade, il faut considérer que ce malade, à vie, est considéré comme un risque de thrombose. L'autre chose que nous avons regardé en France, c'est
quelle est l'efficacité de la splénectomie en 2022 chez un patient qui est en échec des deux agonistes du récepteur de la TPO et en échec du rituximab. En effet, les chiffres d'efficacité de la splénectomie reposent essentiellement sur des études qui ont été conduites il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années, à une époque où nous n'avions pas à notre disposition les agonistes et le rituximab. Et on savait qu'en gros, il y avait 65% de réponse à la splénectomie. Et donc, dans cette étude française, nous avons colligé presque 200 observations de patients splénectomisés grâce au réseau Cerecaille, patients splénectomisés après 2010, c'est-à-dire qui, en théorie, avaient accès au rituximab et aux agonistes. Et on voit que dans le sous-groupe des patients qui étaient en échec des deux agonistes et du rituximab, on a encore 46% d'efficacité de la splénectomie. Donc la splénectomie reste un traitement tout à fait utile, même chez des patients multiréfractaires qui sont en échec du rituximab et des deux agonistes. Et la deuxième chose intéressante que nous a montré cette étude, c'est que lorsque vous êtes en échec des agonistes du récepteur de la TPO, on vous splénectomise, on vous redonne un agoniste du récepteur de la TPO auquel vous n'aviez pas répondu avant la splénectomie, et vous voyez que si vous ne répondez pas après la splénectomie, vous pouvez répondre à cet agoniste du récepteur de la TPO. Donc ça, c'est une donnée intéressante. En revanche, quand vous n'avez pas répondu au rituximab, pas du tout, après la splénectomie, la probabilité de répondre au rituximab est quasiment nulle. Donc à ce stade, vous voyez qu'on a à notre disposition au cours du PTI un grand nombre de traitements, la splénectomie, le rituximab, les agonistes, la dapsone, le danazol, voire les immunosuppresseurs. Donc comment traiter un PTI ? Eh bien, je vous invite à regarder l'autre vidéo dans laquelle je vous indique que le traitement d'un PTI doit être personnalisé, il n'y a pas de règles strictes. Et vous trouverez dans le PNDS un certain nombre de critères que vous pouvez prendre en compte dans vos indications thérapeutiques. Par exemple, si vous avez un PTI avec des comorbidités qui évoluent depuis moins d'un an, on va fortement vous déconseiller de recourir à la splénectomie. Si vous avez des antécédents de thrombose, on va fortement vous déconseiller d'utiliser des agonistes du récepteur de la TPO. Si vous avez un patient qui a présenté des accidents infectieux ou qui a une tendance à l'hypogammaglobulinémie, on va fortement vous déconseiller d'utiliser le rituximab. Mais tout ça pour dire que le traitement du PTI est un traitement qui doit être personnalisé. Alors, quel est l'avenir ? L'avenir, c'est que les progrès qui ont été faits au cours des dernières années, c'est une fantastique progrès dans la compréhension de la physiopathologie du PTI, que je n'ai vraiment pas le temps de vous détailler, mais je vous invite vivement à lire cet article de Sylvain Audia, publié dans Journal of Clinical Medicine, et qui cible tous les sites, la physiopathologie du PTI, avec les différents sites d'action. Et vous voyez toutes les possibilités thérapeutiques que nous avons pour traiter un PTI. On peut bloquer les cellules présentatrices d'antigènes, on peut bloquer la coopération BT, on peut stimuler la production de mégacariocytes par la moelle, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette diapositive ? La première conclusion, c'est que lorsqu'on a un PTI réfractaire, on a probabilité, intérêt à associer différentes molécules qui ont des modes d'action différents dans l'espoir d'être synergiques. Il y a un élément qui plaide en faveur de cette stratégie, c'est l'étude qui avait été rapportée par Mathieu Maevas, qui s'était intéressé, grâce au réseau Cerecaille, aux patients considérés comme multiréfractaires. Multiréfractaire, c'est un patient qui est en échec de splénectomie, qui est en échec des deux agonistes et qui était en échec du rituximab. Et vous voyez que chez ces patients multiréfractaires, lorsque on garde l'agoniste du récepteur de la TPO, qui pourtant était inefficace en monothérapie, et qu'on l'associe à un immunosuppresseur, eh bien dans 7 cas sur 10, on va obtenir une réponse. Donc la première stratégie, c'est d'associer les médicaments. L'autre stratégie, c'est que la meilleure compréhension de la physiopathologie du PTI est la source du développement de nouvelles molécules. Et là, je vous parle du fostamatinib, qui est un anti-SYK. Alors SYK, c'est quoi ? C'est une tyrosine kinase qui intervient dans la transduction du signal quand l'anticorps a été fixé, capté par le récepteur Fc-gamma des cellules présentatrices d'antigènes. Et donc avec cette petite molécule disponible par voie orale, eh bien on est efficace au cours du PTI. On est tellement efficace qu'il y a aujourd'hui une autorisation de mise sur le marché et qu'il y a actuellement un registre prospectif conduit par le Cerecaille avec bien sûr le médicament et grâce au support des autorités de santé qui nous permettra dans un an d'avoir une meilleure visibilité de la tolérance et de l'efficacité du fostamatinib dans la vraie vie. Et là, vous voyez sur cette diapositive une liste non limitative des traitements émergents. Juste la liste. Anti-CD38 pour cibler le plasmocyte.
rilzabrutinib, qui est un inhibiteur de BTK, le fostanimetinib, qui est un anticycle dont je viens de vous parler, l'eftargitimog et le rosanilixizumab, qui sont des inhibiteurs de FcRn. On peut même inhiber le complément. On peut même probablement utiliser des inhibiteurs de l'acide outrance-rétinoïque. Donc tout ça pour vous dire que voici toutes les voies thérapeutiques qui sont actuellement en voie de développement dans le PTI et avec des données qui sont très prometteuses. Et je ne ferai que citer le rilzabrutinib, dont l'efficacité a été rapportée cette année dans le New England Journal par Dave Tutor. Et vous voyez que sur 60 patients qui avaient des PTI chroniques, qui étaient en échec de 4 lignes thérapeutiques précédentes, vous voyez que presque 60% des patients étaient en échec des agonistes, en échec du Ritux, un quart des patients étaient splénectomisés, et vous voyez qu'en sélectionnant des malades quand même sévères, Dave Tutor rapporte 40% de réponse avec cet inhibiteur de BTK, administré par voie orale, et sans effet secondaire sévère. Donc je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle voie thérapeutique. Alors pour conclure ce topo, voilà comment on traitait un PTI il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie il y a maintenant 30 ans. On donnait des stéroïdes, des IGIV, puis quand ça ne marchait pas, on splénectomisait. Et puis depuis une dizaine d'années, on a vu apparaître le rituximab et les agonistes du récepteur de la TPO, qui initialement étaient réservés aux patients en échec de splénectomie. Mais rapidement, on a bien évidemment franchi le pas en donnant le rituximab et les agonistes avant la splénectomie. Et maintenant, en 2022, vous voyez que la dexaméthasone peut être au diagnostic. Est-ce qu'il faut donner du mycophénolate dès le diagnostic ou en tout cas de manière précoce et sûrement pas attendre que le patient ait été splénectomisé pour proposer des agents cytotoxiques? Et vous voyez toutes les questions auxquelles il faut encore répondre. Est-ce qu'on doit donner le rituximab avant les agonistes? Est-ce qu'il faut associer les agonistes avec des corticoïdes, voire avec du belimumab? Donc on a encore du travail à faire dans la prise en charge du PTI. Et donc on y arrivera en ayant toujours des travaux sur une meilleure connaissance de la physiopathologie de cette maladie et en étant capable d'identifier des facteurs pronostiques de passage à la chronicité. Et je termine en remerciant tous les collègues qui travaillent avec moi au sein du CERECAI, au sein de l'équipe Henri Mondor. Je remercie la filière Marie, je remercie les associations de patients, en particulier l'association Aussitôt et l'association AMA-PTI, nos collègues pédiatres avec qui nous travaillons main dans la main. Et puis je remercie la filière FAI2R de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. À bientôt.